Alors, Erev Tov, merci beaucoup de m'avoir permis d'être parmi vous ce soir. Le thème qu'on m'a demandé de développer a été donc, comme on vient d'indiquer, dans un monde en plein changement, les nouveaux défis d'éducation. Alors, évidemment, pour pouvoir aborder un sujet de ce type, on va essayer, si vous voulez bien, d'abord de reposer un petit peu les fondamentaux de cette notion-là qui est l'univers de l'éducation. Réfléchir au fond, comment la Torah nous propose-t-elle de voir ce que veut dire éduquer? Qu'est-ce que ça représente? Et pour cela, on va prendre, si vous le voulez bien, le terme qui désigne éducation, c'est-à-dire le mot chinour. Le mot chinour, dont la racine c'est inauguration. Vous savez qu'il y a une fête qui s'appelle Hanouka. Hanouka, c'est une fête, le mot Hanouka vient de la racine le chaner, qui veut dire inaugurer. En effet, nous savons que cette fête a été le moment dans lequel on a inauguré le temple. D'accord? On a réinauguré le temple. Intéressant de voir que lorsque l'on nous parle d'éducation, eh bien on utilise le terme d'inaugurer. Quel rapport y a-t-il entre éduquer et inaugurer? On va s'arrêter un moment sur c'est quoi au fond une inauguration. Si vous inaugurez demain une usine, eh bien l'inauguration de l'usine, c'est pas la pose de la première pierre, évidemment. On inaugure une usine, traduction, on est dans un lieu dans lequel vous allez avoir bon nombre d'éléments, des machines, des produits, toutes sortes de choses. Et puis, vous allez maintenant décider de faire en telle sorte que tous les éléments qui sont présents puissent produire quelque chose. C'est-à-dire que l'inauguration, c'est tout simplement le point de départ d'une histoire quand vous avez tous les éléments nécessaires et présents pour créer une histoire. Inaugurer, c'est donc le chaner, et chinuch, l'éducation, ça a la même racine. Traduit de manière différente, le monde de l'éducation, c'est un univers dans lequel on voit l'enfant comme étant ce que j'appellerais une somme de possibles, et à nous de lui permettre d'exprimer pleinement tout ce qu'il pourra construire dans son existence. Lorsque vous rentrez dans une usine, et vous avez envie de savoir ce qu'elle va produire, vous allez observer les différentes machines qui sont présentes. Vous allez regarder. Et fonction des machines et des produits qui sont présents, vous allez pouvoir imaginer ce qu'elle peut produire. Vous n'allez pas demander à une usine qui est censée produire des machines-outils de vous faire des composants électroniques. Pourtant, dans toutes les usines, vous avez des machines. Seulement, les machines ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas créer des composants électroniques avec des machines qui sont là pour, par exemple, mettre des haricots verts en boîte. On est d'accord. Pourtant, il y a partout des machines. Traduit de manière différente, éduquer, c'est d'abord être prêt à identifier la particularité de l'enfant et savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir créer et produire à travers cette dimension particulière de lui-même. Pourquoi je le dis en introduction? Parce que, sans doute, une des grandes difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que l'on projette en l'enfant nos propres désirs. C'est-à-dire, on attend de l'enfant à ce qu'il devienne quelque chose que l'on a imaginé. Et donc, on lui demande de rejoindre ce que l'on a élaboré pour lui. Or, au fond, dans l'éducation, c'est comme notre vie. Notre vie, c'est pas rejoindre un fantasme, c'est découvrir ce qu'on est en train de construire. On n'est pas là pour imaginer ce que devraient être les choses, et après faire en telle sorte que notre vie corresponde à ce que l'on a imaginé. Notre vie, c'est découvrir ce qu'on est en train de construire. Si vous avez une vision préformée des choses, de ce que devrait être le couple, de ce que devrait être l'enfant, donc vous faites en telle sorte que votre vie corresponde à cela. Parce que tout simplement, on a des images. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez lu le livre, on vous a raconté l'histoire de la famille dans laquelle papa ceci, maman cela, et les enfants ceci, et les enfants cela. C'est la famille idéale. D'accord? Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est que ma réalité corresponde à ce que j'ai imaginé.
Par exemple, on va vous décrire Shabbat. Alors, les rabbins sont spécialistes de vous faire des descriptions de Shabbat très belles. C'est très démagogique. Vous allez voir l'atmosphère paisible, calme, sereine, les chants, les discussions, les échanges. Ça, c'est dans les films. Ça, c'est dans les jolies histoires pour dire aux gens, il faut y aller. Tu arrives vendredi soir avec une maman qui assume, un papa qui est fatigué, des enfants qui ont faim, et on connaît tous la suite. D'accord? Mais si tu veux que ça corresponde à ce qu'on t'a fait imaginer, on s'assoit, on est là, on raconte l'histoire, on sourit, enfin. Découvre ce que tu vas construire. Donc là, tu es face à une réalité, c'est quoi? Un truc tout bête. Je prends des lieux communs. J'arrive vraiment avec des gros sabots. Donc je vous prie de m'excuser, mes exemples sont toujours un peu gros sabots. Très, très gros sabots. Généralement, vendredi soir, vous savez quelle est la différence qu'il y a entre une table de mariage dans laquelle il n'y a que des femmes et dans laquelle il n'y a que des hommes? C'est que sur celle des hommes, il n'y a plus rien à manger, c'est le silence, parce qu'ils mangent, et sur celle des femmes, il y a tout à manger parce qu'elles discutent. Ce qui est génial, la capacité d'être dans la maîtrise de son appétit immédiat parce qu'on a un échange à créer. Il y a du féminin là-dedans dont on doit s'inspirer. Vendredi soir, toi ce que tu aimerais, c'est que d'abord après le kidouche et le motzi, on discute un peu, etc. Donne à manger. Allez-y, mangez vos salades. Mangez-les. Une fois que la faim s'est apaisée, on va pouvoir commencer à discuter. Non mais dans l'histoire, dans le film tel que je le représente, ça devrait être autre chose. Et ce qui est très intéressant, c'est que on ne peut pas, et encore moins aujourd'hui, essayer d'avoir une démarche éducative si on est encore dans ces fantasmes, si on est encore dans cet imaginaire de ce que devraient être les choses. Maintenant, évidemment, c'est quoi les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui? Ça, c'est, j'ai envie de dire, juste un point d'entrée dans l'univers de l'éducation, qui est fondamental. On ne projette pas en l'enfant nos propres désirs. Tu seras rabbin mon fils ou tu seras médecin ma fille. L'enfant n'est pas là pour nous représenter aux yeux du monde. Il n'est pas là pour guérir nos blessures. Il n'est pas là pour exhiber notre réussite à travers sa réussite. On n'a pas honte de son enfant, jamais. Toutes ces choses-là doivent être claires dans notre tête. Maintenant, la question c'est, au jour d'aujourd'hui, dans la confrontation qu'on a au monde, c'est quoi les défis auxquels on est confronté? Et évidemment, je vais essayer de me focaliser là-dessus, alors qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, et vous le comprenez bien, sur l'univers de l'éducation de manière générale. Mais j'ai quand même voulu poser cette introduction, qui est importante, qui mériterait d'être développée en tant que telle, qui donc nous rappelle qu'un enfant, c'est un monde des possibles. Que ce qui est important, c'est d'abord d'identifier ses capacités et lui donner la possibilité de devenir ce qu'il doit être et non pas ce qu'on a envie qu'il soit. De ne pas chercher à faire correspondre l'enfant à une image, mais tout simplement être prêt à l'accepter dans sa réalité et à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi au fond les enjeux numéro 1 des sociétés dans lesquelles nous sommes et le nouveau défi? En manière générale, quand vous posez la question aux gens, les premières réponses, c'est les écrans, les portables, le shit, la coque, le machin. Oui, c'est vrai, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'en amont, il y a quelque chose qui est beaucoup plus problématique. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel certains mots ont disparu. Ces mots-là, on va les découvrir ensemble. Et on va démarrer avec un exemple très simple. Cet exemple, je vais le prendre chez moi, dans ma propre vie, de quelque chose dont j'ai dû faire l'expérience ce matin, je crois. D'accord? Donc je suis chez moi, je suis tranquille, et je me rappelle que je dois voyager quelque part. Ah. Et je prends donc mon outil, je commence à tapoter sur les touches, je fais une rapide étude comparative, j'envoie éventuellement un message à mon épouse, qui au passage n'est pas en France actuellement, mais qui est à l'étranger, en lui disant, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée tel et tel truc? Elle va me répondre. Je vais sortir mon sésame, d'accord? Je vais tapoter quelques chiffres,
Maintenant, aujourd'hui, je vais devoir retapoter parce qu'il faut mon deuxième code, parce que sait-on jamais. Et puis après, tout est réglé. Ça m'a pris combien de temps? 5 minutes. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu tel et tel chanteur, j'aimerais bien. Tiens, à ce qui paraît, il y a telle et telle chose. Qu'est-ce qui se passe? Rien de mal. Rien de mal. Tout va bien. J'ai pris un billet d'avion, j'ai écouté une chanson qui me plaît, j'ai regardé un truc, tout va bien. On va pas la jouer à la religieuse, et t'as perdu ton temps, t'as regardé un truc pas bien. Non, 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 tout va bien, vous détends. Mais je viens de vivre une expérience passionnante, qui est qu'entre mon désir et la réalisation de celui-ci, il y a eu quelque chose qui était du domaine de l'immédiat. Et quelque part, je vais m'habituer à ce que entre mon désir et la réalisation de celui-ci, il n'y ait rien qui m'empêche d'y accéder. Un mot disparaît de mon vocabulaire, frustration. Pourquoi? Parce que je veux, j'ai. Je veux, j'ai. Je veux, j'ai. Une petite pizza serait sympathique. Je veux. 15 minutes après, j'ai. Alors nous, à la limite, adultes, nous n'avons pas nécessairement grandi dans cet univers au quotidien de la même manière. Mais nos enfants grandissent dans cet univers. Ils ne grandissent pas dans l'univers dans lequel tu es obligé de faire la queue au guichet pour pouvoir demander si vous avez les bons horaires et après chercher la cabine téléphonique qui, comme par hasard, est occupée. Quand elle n'est plus occupée, ta carte n'a plus d'unité. Même si elle en a encore, ta femme est au téléphone, il n'y a pas de double appel. Non. Et de zut, il est 7h du soir et il fermait à 7h ce soir et je suis à 2 minutes de là-bas et donc je ne pourrai pas avoir mon billet pour ce soir et donc je vais m'interroger si on aura encore demain matin. Non. Or la vie, c'est une succession de frustrations. Parce qu'on ne pourra jamais vivre tout ce qu'on désire. Et j'ose espérer qu'on n'arrivera jamais à le vivre. Parce que sinon, la vie serait une forme de tourbillon dans lequel on oublierait de se retrouver soi-même. Aujourd'hui, sans doute, un des enjeux majeurs, c'est justement le fait qu'il y a un rapport direct entre le désir et le plaisir. Cette immédiateté qui nous explique aussi le pourquoi de la présence de plus en plus de shit et de coques dans nos générations. Pourquoi? Parce que je ne supporte pas cette situation de mal-être dans laquelle je suis, j'ai besoin d'une solution immédiate. Une ligne de coke, quelques bouffées de substance, et comme par hasard, je me sens différent. J'ai besoin de m'échapper à une réalité qui m'angoisse. J'ai face à moi un écran qui me permet de me déconnecter du monde. Aujourd'hui, j'appelle ça le shit technologique. J'ai besoin de m'extraire d'une réalité qui me pose problème. Et donc j'ai un univers qui se propose de m'y échapper. Je ne suis pas dans une condamnation d'un monde dans lequel nous vivons. Un monde que je suis en train d'utiliser puisque je suis en direct sur YouTube. Évidemment. Mais la question, elle est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui on prend le temps de se positionner, de se dire, il y a ici une forme de toxicité à terme dans la construction de l'individu. Que faisons-nous pour séparer le bon grain de l'ivraie? Que faisons-nous pour utiliser ce qui est une réalité, mais que la dimension toxique présente à l'intérieur de celle-ci ne puisse pas nous atteindre et encore moins nos enfants? Et donc j'aimerais parler en premier lieu du rapport à la frustration. Rapport à la frustration que nous sommes censés, nous, déjà en tant que couple, avoir vécu comme expérience parce que, comme dirait l'autre, l'amour aveugle et le mariage rend la vue. Et donc évidemment, cette frustration qu'on va avoir de réaliser que ça ne se passe pas comme on aurait imaginé. Et ce bonheur de découvrir qu'on s'est marié avec un être humain, c'est-à-dire avec ses imperfections. Vous savez, cette symbolique très intéressante de ce verre que l'on brise et on dit Mazal Tov. Alors certains rabbins disent aujourd'hui, ne dites pas tout de suite Mazal Tov, et ok, aucun problème. Mais on peut dire Mazal Tov immédiatement. Parce que quand le verre est brisé, tu rentres dans la vraie vie. Mazal Tov, bienvenue au club des gens normaux. L'imperfection est en rendez-vous, la dimension faillible, les zones d'ombre, les parties grises. Ce qui fait de toi un être humain,
Parce que si elle n'était pas présente, tu ne serais pas perfectible. Or, la finalité de l'être, c'est de se perfectionner. C'est là où commence l'histoire. Et c'est génial. Parce qu'il y a un chemin, il y a un parcours, il y a quelque chose qui va pouvoir nous nourrir au quotidien. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne voit plus sur quoi il pourrait se transformer. Et pour qui la seule transformation, c'est de devenir encore plus grand parce qu'il ne veut pas voir encore où il est encore petit. C'est dramatique. Et c'est vrai que on est donc dans cet univers et cette notion de frustration, d'acceptation d'une réalité qui n'est pas celle qu'on aurait voulu, mais qui au fond est passionnante parce qu'elle est proposition de mouvement. Elle est proposition de mouvement. Alors, réfléchissons d'abord, nous, au niveau du couple. Il y a la découverte de la réalité de l'autre, qui est cette personne avec laquelle je vais construire, je vais créer, je vais avancer. Et donc, la découverte de choses qui me posent problème. Alors, je ne suis pas dans des choses extrêmement lourdes, mais qui sont autant de propositions que la vie me fait pour pouvoir grandir moi-même. Non pas pour changer l'autre, mais pour changer ma manière d'appréhender une réalité qui n'est pas celle que j'aurais voulu. Parce que ce qui est important, c'est pas de faire changer l'autre, c'est changer mon rapport à l'autre. Comment je vis une réalité qui ne correspond pas à celle que j'aurais voulu. L'autre changera, c'est son choix, c'est sa liberté. Mais moi, comment je me positionne par rapport à ça? Ce qu'on fera par rapport aux enfants. Cet enfant artiste qui le matin demande « mais où sont mes chaussettes alors qu'il les a en main ?» Cet enfant plutôt lent, mais appliqué, et qui va à l'encontre de mon tempérament un peu hyperactif. Cet enfant désordonné qui me remet en cause, moi, la reine ou le roi de l'ordre. Je ne suis pas là pour le changer, je suis là pour me changer moi-même. Pour pouvoir le recevoir comme il est, pour lui permettre dans un second temps de devenir ce qu'il peut être. Et l'amener à avoir des zones de progression. Parce que tant que je ne me sens pas aimé pour ce que je suis, je ne peux pas avoir envie d'être dans un mouvement, parce que ça voudrait dire que l'amour est conditionnel. Et ça, c'est insupportable. Ça, c'est pas possible. Et c'est vrai que ce travail-là, c'est un travail passionnant à faire, qu'on a commencé à faire, évidemment, au niveau du couple. Toutes et tous. Sinon, je ne sais pas où est le couple. Et qu'on va faire maintenant au niveau de l'enfant. Et c'est ça qui va être génial. C'est-à-dire que les enfants vont nous amener à grandir parce que nous-mêmes, nous avons déjà fait ce travail d'apprendre à gérer nos frustrations à l'intérieur du couple. Et comment on gère les frustrations? Regardez, vous partez en vacances. Et puis sur le buffet du petit déjeuner, brusquement, les pains au chocolat que vous affectionnez tant ne sont pas présents. Comment est-ce que vous arrivez à dépasser le drame de l'absence des pains au chocolat? Alors que vous avez à côté les pains au raisin, les croissants, et les vas-y. En regardant d'abord les croissants, les pains au raisin, les brioches et tout le reste. C'est ce qui vous permettra de vivre différemment l'absence de vos pains au chocolat. C'est-à-dire en réapprenant à voir mais tout ce qui est présent, tout ce qui vous nourrit, tout ce qui est là, tout ce qui est exceptionnel. Cette frustration de ne pas pouvoir acheter cette chose, mais de réalité que si cette chose-là je ne peux pas acheter, par contre je peux en acheter une autre. Et ça, c'est un élément dont nos enfants auront besoin. Parce que le monde, c'est une somme de propositions constantes vers lesquelles nous tendons, mais que nous ne pourrons jamais totalement atteindre parce qu'il y en aura toujours une autre. Il y aura toujours un bateau plus grand que le tien. Sache-le. Toujours. Et à partir de là, cet état d'esprit qu'on construit dans notre relation de couple, on va essayer de le développer dans la relation à l'enfant. C'est-à-dire, comment allons-nous apprendre à nos enfants à gérer la frustration? Parce qu'à terme, c'est ce qui leur permettra d'avancer pour ne pas être sans arrêt soit dans une poursuite éperdue de ce qu'ils n'ont pas, ou alors dans la tristesse de ce qu'ils ne possèdent pas. Ça, c'est ce qui construit les bases d'un enfant équilibré. Alors bien sûr, ça dépend d'abord de la manière dont ça se passe chez nous. Et de la manière dont nous-mêmes nous acceptons que les choses ne soient pas exactement comme on aurait voulu. Et de la réaction que l'on aura par rapport à ça. Parce que les enfants sont des buvards. Les enfants savent très bien ce qui se passe chez vous.
ils ont l'élégance de ne pas le mettre en mots. Sauf quand ça devient trop lourd. Où là, ils vont dire, papa et maman, vous arrêtez de vous disputer. Mais ça fait longtemps qu'ils auraient dû le dire, mais ils ont eu l'élégance d'imaginer qu'on serait capable de le comprendre par soi-même. L'enfant a besoin de ressentir ça, dans une atmosphère, dans la relation qu'on a aux choses, dans le fait qu'il n'y a pas de déception de ne pas pouvoir accéder à certaines choses, dans le fait d'être heureux de se dire, mais c'est génial, j'ai un époux, j'ai une épouse, il y a tellement de belles choses chez cet autre. Et c'est ces choses-là, au fond, qui me nourrissent, qui m'apportent. Et je ne vis pas mal le fait que certaines choses ne sont pas encore là, même si on a le désir qu'elles apparaissent, why not? Alors l'enfant, bien sûr, au tout début de son existence, c'est parce que c'est une frustration. Pourquoi? Le début de la vie d'un enfant, c'est quoi? C'est d'abord une relation de totale dépendance. Pourquoi? Pourquoi on a besoin d'être tellement dépendant quand on est bébé? Pourquoi? Quoi ça sert? Parce que tu vas devenir tellement indépendant par la suite qu'il va falloir que tu te rappelles que dans la vie, on dépend de quelqu'un qui est le créateur de l'univers. Il faut que cette expérience, elle t'habite. Il faut que quand tu étais enfant, tu aies ressenti ce que ça veut dire être totalement dépendant. Pour le jour où tu seras l'être le plus indépendant du monde, parce que disposant de l'outil le plus incroyable qui est un cerveau et une pensée, tu sois capable de te dire, mais je dépends du créateur de l'univers. Première chose. Maintenant, seconde chose, l'enfant est totalement dépendant. Alors comment il fait? Comment l'enfant fait pour qu'on remplisse ses besoins? Il utilise les seules possibilités qu'on lui a données, le pleur et le cri. Et ça marche. Et il a vécu dans toute son enfance, en tout cas lorsqu'il était nourrisson, quelque chose d'extraordinaire. J'ai besoin, et on vient pour remplir mes besoins. Je n'ai même pas besoin de les verbaliser. Débrouillez-vous comme des grands pour comprendre ce qui se passe. Je pleure, je suis sale, il faut changer la couche, il faut donner le biberon, j'ai besoin d'un câlin, j'ai mal au ventre. Débrouillez-vous, découvrez. Il y a un beau jour, on décide que ça va peut-être plus se passer de cette manière. Il va atteindre le 1 an, plus ou moins. Et là, brusquement, il constate, et c'est sa première frustration terrible, le premier drame, c'est que ça ne marche plus. Elle ne comprend pas. Je crie, et ça ne vient pas comme je voudrais. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il crie plus fort. Et si on vient, il se dit, bon, j'ai compris, maintenant ils sont devenus un peu durs d'oreille, il faut démarrer à 80 décibels. C'est juste un problème d'audition, voilà, sans plus. Alors qu'en vérité, non. On va lui expliquer, tu sais, mon chéri, je comprends, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que tu vas devoir découvrir que la réalité ne sera plus celle que tu aurais imaginée. Et ça, recentrez-vous. Concentrez-vous. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir réinscrire chez toi. Il va falloir que tu fasses cet effort d'inscrire cette dimension à l'intérieur de ta vie. Et elle n'est pas simple, parce que c'est un changement total de paradigme. C'est un changement de système. Mais c'est là où on le construit. Mais lui, évidemment, l'enfant, il râle, il n'est pas content. Mais c'est normal qu'il ne soit pas content. Ça a changé, ça ne fonctionne plus de la même manière, je ne suis pas d'accord. Bienvenue. Bienvenue dans un monde dans lequel tu vas te construire parce que tu vas apprendre à accepter que la réalité ne sera pas toujours celle que tu aurais voulu. Et toi, enfant, bien sûr, tu vas crier, tu vas t'empêter. Et moi, je vais t'aider. En posant des cadres et des limites. Et en te faisant découvrir que, eh bien, ce qui rassure dans la vie, c'est d'être capable à un moment de savoir qu'il y a des limites, qu'il y a des cadres. Parce que sinon, c'est ce que ça va donner. Ça va donner quelque chose de très sympathique. Ça va donner ce que j'ai vu tout à l'heure à la gare quand je suis arrivé. À la gare, quand je suis arrivé, j'ai vu deux personnes qui étaient proches de se frapper. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, horreur, qui était dans sa voiture au parking au truc minute et qui ne démarrait pas assez vite. Et l'autre, bien sûr, sort et hurle. Alors le premier aurait pu faire preuve d'élégance, d'une dimension adulte. Lui dire, vous avez raison, je suis vraiment désolé, je vous prie de m'excuser, je pars tout de suite. T'es adulte. T'es adulte face à quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses émotions. Non. L'autre est sorti, oh, qu'est-ce que tu me veux? J'ai en train de dire Mazal Tov, bienvenue au club. Vous êtes toujours dans le bac à sable, vous n'en êtes jamais sorti. T'as peut-être une 250, 80 SL, machin, fous de ta voiture. T'es dans le bac à sable, t'es pas sorti. T'as un costume Pierre Cardin, t'as la montre, ce que tu veux. T'es dans le bac à sable, t'as 4 ans. À 4 ans, tu faisais ça. Je continue à le faire. Oh, je lui parle plus.
Elle m'a mal parlé, je lui parle plus. Mais ça, c'était quand tu étais gamine. C'est pas ma copine. T'as quel âge? T'as quel âge? Un jour, il y a un père, il est venu me voir, il m'a dit ouais, mon fils, il m'a mal parlé. Alors, parfois, c'est d'autres personnes. Donc, il doit venir s'excuser. Je lui ai dit, vous avez totalement raison. Il dit, comment je fais? Je lui ai dit, ben, vous avez totalement raison, il doit s'excuser. Donc, vous allez chez lui et lui parler. Il dit, non, mais c'est à lui de faire le premier pas. Je lui ai dit, vous avez raison, il doit faire le premier pas. Donc, faites le pas. Vous allez faire le premier pas. Bon, regarde, il me dit, attendez, j'ai pas compris. Je lui ai dit, mais j'ai très bien compris, ça. Il me dit, attends, c'est à lui, pourquoi vous le dites? Je lui ai dit, mais cher monsieur, d'où vous voulez qu'il l'apprenne? Qui va lui donner l'exemple? Qu'être adulte, c'est être capable de faire le premier pas, c'est vous. Parce que d'où il va l'apprendre? Lui, il va le savoir. Qui va faire émerger ça chez lui? Et on est là, non, je suis désolé, c'est pas moi, ça se fait pas. Et tu vas même amener la Torah avec le coup de machin et le respect des parents. Laisse tomber la Torah, mon frère. Mets-la de côté. Parce que c'est instrumentaliser la loi au service du travail que l'on n'a pas encore accompli dans sa vie. Si on n'est pas capable de faire ce travail en tant qu'adulte, comment vous voulez que les enfants puissent le faire? L'adulte qui dit, je suis désolé, moi je suis comme ça, il faut m'accepter tel quel. Mais ton gosse, il va venir avec un carnet de notes sur lequel il y a le cycle des Jeux Olympiques. 0, 0, 0, 0. Et quand tu vas l'interroger, il va dire, je suis désolé, chez ma nature, je suis paresseux. Tu lui dis quoi? Rien. Parce qu'il te voit au quotidien faire la même chose. On m'accepte comme je suis. Ben moi aussi, tu vas m'accepter comme je suis. Ah là, ça te pose un problème. Et on est là. Et on ne s'observe même pas soi-même. La pire des choses qu'on puisse procurer aux enfants, c'est une absence d'exemplarité. Lorsque l'on attend d'eux, parce qu'on ne l'attend pas de soi-même. Et c'est là on voit en effet si on est sorti du bac à sable. Moi, je reprends ces exemples parce que j'y suis confronté. Si vous avez quel âge? Non, ils m'ont pas invité, ça se fait pas, machin. Et alors? Et alors? Et donc? Ça veut dire que... Qu'est-ce que t'en sais? Pourquoi tu as choisi cette option? Pourquoi tu n'en as pas choisi une autre? C'est intéressant. Tu as peut-être une autre option de lecture, peut-être qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient embêtés, ou la carte elle s'est perdue, ou alors je ne sais pas, tu as plein d'options. Pourquoi tu choisis cette option? Elle t'intéresse, hein? Mais quand ton gosse il va dire « Ouais, en vérité, vous faites ça pour nous embêter », toi tu vas lui dire « Mais non, on fait ça parce qu'on t'aime. » Ah, tu nous demandes de choisir une option qui va dans le bon sens, et toi dans ta vie tu choisis quoi comme option? Quand l'autre fait un truc qui t'embête. C'est quoi ton option de lecture, mon père, ma mère? Ouais, ils ont fait ça, ça veut dire que, et en vérité, je t'explique, super. Mais moi, je vais faire la même chose. Et ne me demande pas d'avoir une lecture positive de ce que tu fais vis-à-vis de moi, alors que toi, tu es incapable de le faire par rapport aux autres. Sauf quand ça t'intéresse. Non, mais ils n'ont pas fait exprès. Pourquoi tu as envie de rester copain? Pourquoi? Parce qu'ils ont le bateau. On s'escroque. Et vous pensez que les enfants, ils s'en rendent pas compte? Évidemment que les enfants, ils s'en rendent compte. Les enfants le perçoivent. C'est pour ça qu'après, notre parole, elle n'a plus de poids. Parce que quelque part, elle ne représente qu'une vue de l'esprit, mais non pas une réalité à laquelle ils peuvent se raccrocher. Et donc, déjà la première chose, premier travail à faire aujourd'hui, c'est un travail sur la gestion de la frustration, comme on a vu. C'est-à-dire déjà, nous, en tant qu'adultes, je crois que c'est Goldman qui chante « J'ai pris les choses et les choses m'ont prise ». C'est-à-dire qu'à un moment, montrer la distance qu'on est capable d'avoir vis-à-vis des choses. Qu'est-ce qu'elles représentent pour nous? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Pourquoi on y va? Qu'est-ce qu'elles symbolisent? S'interroger. J'étais à Dubaï il y a 2-3 mois pour donner des conférences. Et quand j'étais dans les malls et que j'ai vu les gens qui sortaient avec tous leurs paquets, et c'était pas Tati et... D'accord? Alors, j'ai failli, je ne l'ai pas fait, mais j'ai failli aller chez une personne et lui dire « Mais pourquoi vous l'avez acheté? Vous en aviez besoin? Entre vous et moi, non. Pourquoi vous l'avez acheté? Mais donnez-vous les raisons, même si vous pensez qu'elles sont mauvaises, mais c'est une raison. Pour montrer à tout le monde que j'ai de l'argent, Mazal Tov, c'est une raison intéressante. Pour me venger de ma jeunesse dans laquelle je ne pouvais pas acheter, Mazal Tov. Pour impressionner les autres, Mazal Tov. Ce qu'on appelle les objets de représentation sociale. Vous savez, ces fameuses montres qu'il faut exhiber. Ça s'appelle des objets de représentation. Mais c'est pas grave. Au moins tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi. C'est pas grave. Il n'y a pas de mauvaise raison. Voilà, parce que tout le monde le fait, j'ai pas envie de me sentir différent. Why not? T'as pas encore la force d'exister à travers ta différence, c'est pas grave. C'est ton programme de vie. C'est pas grave. Mais au moins interroge-toi pourquoi tu le fais. Qu'est-ce que tu cherches?
On ne peut pas demander à nos enfants de s'interroger sur quelque chose si nous-mêmes on ne l'a pas fait par rapport à nous-mêmes. On ne peut pas. Parce que c'est une atmosphère à construire. N'oubliez pas que nos enfants grandissent dans un monde, dans lequel le rapport à la frustration va être de plus en plus difficile. Je veux, j'ai. C'est comme ces personnes qui disent, je vous ai envoyé un WhatsApp, pourquoi vous ne m'avez pas répondu? Pourquoi je devrais vous répondre? Pourquoi tout de suite? Il y a urgence? Non. Vous n'êtes pas capable d'attendre? Si. Alors pourquoi vous n'attendez pas? Cette immédiateté, c'est quoi le problème? Alors bien sûr, si tu dis à l'autre, on doit faire une opération d'urgence, on a besoin d'un conseil de la part du grand spécialiste, où il vaut mieux répondre rapidement. Si tu demandes à l'autre à quelle heure c'est le minyan, ne lui dis pas que c'est le minyan à 7h alors qu'il a déjà dit 23h. Oui, si déjà autant de donner ça en temps et en heure. Mais en dehors de ces choses-là nécessaires et techniques, l'immense majorité des cas non. Et ça crée un état d'esprit. Ça crée un mouvement. Et c'est cet état d'esprit-là qui, en effet, va rendre difficile pour nos enfants la gestion de leur quotidien. Première règle, est-ce qu'on est capable de se poser des limites à soi-même pour pouvoir imposer des limites aux enfants? Traduction. Qu'est-ce que je me mets comme limite à moi en tant qu'adulte? Qui ne sont pas des choses qui sont liées à des nécessités de vie. Traduit de manière différente. Tous les matins, je me lève à 7h. Pourquoi tu dois aller bosser le dimanche? À 8h, ok, tu as le droit de dormir un peu plus. Traduit de manière différente, qu'est-ce que j'exige de moi-même? Et sans que vous l'entendiez au premier degré, parce que ça serait inélégant de ma part, mais quelque part, maintenant que tu as le temps, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Le pastis, les copains, les boules, les films, les sorties, et c'est tout. C'est ça ta vie maintenant. Qu'est-ce que tu peux construire? Qu'est-ce que tu peux apporter au monde? Qu'est-ce que tu exiges de toi-même? Moi qui ai toujours rêvé de savoir, maintenant que tu as le temps de savoir, va vers le savoir. Toi qui t'es toujours dit, non mais vous comprenez, c'est difficile de faire Shabbat parce que vous comprenez avec le travail, maintenant tu n'es plus obligé de travailler, vas-y, bouge. Cet état d'esprit-là, si on ne l'a pas, comment vous voulez que nos enfants l'aient? Parce que qu'est-ce qu'on entend de nos enfants? Qu'ils aient des exigences par rapport à eux-mêmes. Qu'est-ce que tu attends de toi-même? Parce que pour la Torah, on n'est pas là en train de vous dire ce que tu attends de la vie, mais qu'est-ce que la vie elle attend de toi? Qu'est-ce que la vie attend de toi? Et ça, c'est ce que nos enfants ont besoin de respirer dans l'atmosphère familiale. Ils ont besoin de sentir que c'est ça qui habite. Alors il y a les nécessités de la vie qui font qu'on est obligé de se lever, qu'on est obligé de faire un certain nombre de choses, c'est normal. Mais qu'est-ce que j'exige de moi-même? Qu'est-ce que j'attends de moi-même? Alors ça va vous faire sourire comme exemple et vous allez l'entendre au second degré. Quand on est dans des lieux dans lesquels, eh bien, en été, on s'habille, on se déshabille plutôt. Ça veut dire que comme là maintenant c'est acceptable, alors ça ne me pose plus de problème. Donc c'est que tu n'exiges rien de toi-même. C'est juste le système qui te dit, tu n'as pas le droit de te promener comme ça dans le grand magasin, mais quand tu es sur la plage, tu peux te promener comme ça. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en vérité, de toi-même, tu n'attends rien dans ta relation au corps. Tu ne poses pas la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il symbolise? Dans un cadre, on dit ça se fait pas. Alors, bien sûr, je respecte le cadre. Mais dans un cadre, on dit c'est pas un problème, c'est pas un problème. Et toi, où t'en es par rapport à ça? C'est quoi ta réflexion? Où tu en es? C'est intéressant parce que cette idée-là, eh bien, il va falloir qu'à un moment, on l'ait pour soi, pour que nos enfants l'aient aussi. Pour que ça fasse partie aussi de leur vie. Parce que c'est ça qui va leur permettre de construire. Et je répète, qu'est-ce que j'attends de moi-même? Cette exigence par rapport à soi-même, qui est le lieu de la réussite éducative, parce que ce qui est important, c'est de savoir comment ton enfant fonctionne quand tu n'es pas là. Quand en effet rien n'est présent, si ce n'est lui-même, comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'il est par rapport à lui? Et ça, c'est des choses qui vont être donc extrêmement concrètes, qu'on va pouvoir donc installer. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu pour l'instant, que l'enjeu numéro 1 au niveau de l'éducation aujourd'hui, ça va être la gestion de la frustration. La gestion de la frustration, c'est toute la problématique entre des relations de nouvelles technologies. Je veux, j'ai. Aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre pourquoi il y a tellement de divorces chez les jeunes couples. Pourquoi? C'est pas qu'ils sont pires que nous. Nous aussi, on était fâchés l'un sur l'autre. On s'est aussi disputés tous. Que ceux qui racontent qu'ils ne sont jamais disputés, qui se présentent à moi. D'accord, moi je ne les connais pas. Bien sûr, il y a eu des maîtres incroyables, j'en ai eu un, qui, quand son épouse est disparue de ce monde, lui a dit « j'ai pas besoin de te demander pardon ». Parce qu'il n'avait jamais eu besoin de lui demander pardon. Parce que c'est un couple qui, depuis le début, a fonctionné de manière exceptionnelle. Mais bon, vous êtes capable, peut-être valable chez vous, mais en tout cas, moi, j'ose espérer que j'ai encore du travail à faire.
Alors c'est quoi le problème? Ce qui va se passer, c'est que on va donc rentrer d'abord dans cette première chose, d'accord? C'est-à-dire, gestion de la frustration, la réalité n'est pas celle qu'on aurait voulu. On est dans un monde dans lequel on est dans le je veux, j'ai. Les jeunes couples qui divorcent de plus en plus rapidement parce qu'ils ne sont pas capables d'attendre le temps nécessaire pour construire, ils pensent que ça doit exister du jour au lendemain. Et ils ne sont pas conscients que c'est des choses qui se construisent dans le temps. Dans le temps, ça se construit dans le temps. Et après, l'univers dans lequel on réintroduit cette idée de qu'est-ce qu'on attend de soi-même, qu'on va faire exister dans notre relation de couple, et qu'on va faire exister par la suite au niveau des enfants parce qu'ils vont s'inspirer de cet état d'esprit qu'on essaye de mettre en place. Ça va être donc déjà les 2 premiers points sur lesquels il y a lieu de prendre le temps de réfléchir et qui peuvent changer radicalement nos modèles de fonctionnement. Concrètement, ça voudrait dire quoi? Je vais prendre l'exemple le plus simple qui est celui du travail sur soi-même. Quels sont les points sur lesquels j'ai décidé de faire un travail sur moi? Quels sont les points sur lesquels j'ai décidé de m'améliorer? Est-ce que je les ai identifiés? Est-ce que je veux m'améliorer parce que j'ai envie de grandir? Ou parce que tout simplement, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse? Est-ce que cette idée-là, elle fait partie de ma vie? Quelle est la particularité de l'humain? Je vous prie de m'excuser. La particularité de l'humain, c'est quoi? C'est que c'est un être perfectible. L'animal n'est pas un être perfectible. On est d'accord? Un animal reste un animal. Toute sa vie. Vous n'avez jamais vu un chimpanzé ou un éléphant se poser la question sur ses réactions, sur sa rancœur, sur sa colère, sur sa gourmandise. Il vit sa vie. Ils vivent leur vie. L'animal a un corps. Il suit les désirs de son corps. Il cherche à perpétuer l'espèce. Il peut y avoir chez lui quelque chose qui peut s'apparenter à un moment à une forme de sentiment, et encore faut le définir. Mais la notion de perfection, de tendre vers quelque chose de différent n'existe pas. C'est un animal. Le propre de l'humain, c'est qu'on est capable de changer. Si on est capable de changer, c'est que sans doute, on doit changer. Donc déjà, s'arrêter, se dire, quels sont les points sur lesquels j'ai envie de grandir, même si ce n'est pas nécessaire. Traduction. Ça va, c'est bon, le couple tient. Ça fait 40 ans qu'on est ensemble, 20 ans, 10 ans, 30 ans. On s'est habitué l'un à l'autre, et c'est comme ça. Non. Tu peux grandir, tu peux changer, tu peux évoluer. Ça fait partie de ton programme d'existence. Il y avait un maître qui s'appelait Rav Yitzhak Elchanan. Je crois que c'est comme c'était son nom. Et qui a raconté un jour à ses élèves qu'il s'est vu dans un rêve là-haut dans le ciel, en train d'être jugé. Et donc ce maître dit aux élèves, je me vois, on me juge, etc. Et puis à un moment, on m'accuse de quelque chose. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Je dis non, c'est faux. Vous êtes trompé de dossier, ça ne me concerne pas. Pourquoi on l'accuse de meurtre? Elle dit, ah oh, je peux tuer moi. Vous êtes un assassin. Bon. Il commence à argumenter. On dit non, vous êtes un assassin. Il dit, ah d'accord, peut-être j'ai tué quelqu'un en faisant du lachon hara, de la médisance. Parce que la médisance, c'est tuer les gens. Vous les tuez. Et c'est encore pire parce que c'est comme au festival d'Avoria, c'est des morts vivants, quoi. Parce qu'ils vivent toujours dans une société, mais on les a tués dans la société. C'est dramatique. On dit non, c'est pas ça. Alors à la fin, il n'en peut plus, il dit ok, super. D'accord, j'ai tué. Je suis un assassin. Je peux voir la victime? Est-ce qu'au moins vous pouvez me présenter qui a été ma victime? Oui, mais bien sûr. Et à ce moment-là, ce maître dit à ses élèves, on me montre une image. Et sur cette image, je découvre quoi? Moi-même, mais en plus grand. Et on me dit, tu as tué celui que tu aurais pu être. Tu es l'assassin de ce que tu aurais pu devenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit être capable d'inscrire dans notre réalité de vie à nous aussi. Pour que nos enfants, eux aussi, créent cet état d'esprit à l'intérieur de leur existence. C'est-à-dire être capable de créer ce mouvement de vie qui ne soit pas mis en place par des nécessités techniques, mais par un désir de grandir.
cette notion d'amélioration de soi, même si elle ne semble pas être nécessaire. Cette notion qu'on appelle de avodat amidot, de travail sur soi-même dans tous les domaines. Et ça, c'est quelque chose qui change totalement notre existence, à nous, dans le couple évidemment, et aussi de manière évidente au niveau de l'éducation. Parce que les enfants vivent dans une atmosphère. Quand l'enfant fait le constat que le papa qui avait un problème de rapport avec la gourmandise est capable de faire un travail sur lui-même, non pas parce que le médecin lui a dit « cher monsieur, il va falloir quand même faire attention », mais parce que tout simplement, il a décidé que, à un moment, je peux ne pas répondre systématiquement présent à l'appel du chocolat. D'accord ? Quand la fille voit que maman, qui ne faisait pas jusqu'à présent la prière ou autre chose, parce qu'elle dit je ne l'ai jamais fait, se dit mais c'est pas parce que je l'ai jamais fait que je ne peux pas le faire. Et qu'elle s'ouvre à une possibilité nouvelle de créer une autre relation au Créateur. Quand un enfant voit que ce soit dans l'univers de la Torah ou des mitzvot ou dans d'autres choses, les parents évoluent, les parents bougent, alors que rien ne les oblige. Vous créez un regard chez lui qui lui permettra de s'inscrire lui aussi dans ce principe. Il continuera à râler le soir. Il continuera à faire ses bêtises, c'est normal. Mais on a introduit chez lui quelque chose. Cette notion-là, elle est présente à l'intérieur de lui. Or, c'est ça, au fond, qu'on a envie de mettre en place. Un état d'esprit qu'il va véhiculer, qu'il va garder après toute son existence. Et après, il y a évidemment les problématiques techniques de l'éducation. Le rapport à l'autorité, le rapport à l'obéissance, le rapport aux nouvelles technologies, le rapport à l'insolence, le rapport au travail. Mais ça, j'ai envie de dire que ce sont plus des techniques pédagogiques à mettre en place. Mais ce qui est important, c'est avant tout, quelle est l'atmosphère dans laquelle l'enfant grandit. Est-ce que lorsqu'on va à une réception et qu'on sort de là-bas, on dit « T'as vu, vraiment, le buffet était nul ?» C'est-à-dire que la première des choses dont on parle, c'est ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il a l'habitude d'entendre dans la maison? Qu'on pointe du doigt quoi? Les choses qui ne vont pas. Que c'est la critique qui est la plus souvent présente dans notre rapport avec les autres. Est-ce qu'il vit dans la maison cette notion-là, d'être tellement heureux déjà de ce qui est présent? Est-ce que la notion de Dieu se limite à la synagogue? Ou alors c'est une réflexion beaucoup plus vaste? Est-ce qu'il a des parents qui réfléchissent par eux-mêmes ou qui ne sont que le haut-parleur de la pensée des autres? Toutes ces notions-là, est-ce qu'elles sont présentes à l'intérieur de sa réalité? Est-ce qu'il respire ces éléments-là dans son quotidien? Et ça, en effet, c'est quelque chose sur lequel on peut faire un travail et qui, à terme, a un impact. Alors, si vous le voulez bien, on va quand même, néanmoins, pendant le quart d'heure qui nous reste, ouvrir sur des choses peut-être, je n'ai pas envie de dire plus pratiques, parce qu'on a été, je pense, aussi éminemment pratique dans ça, mais peut-être quelques éléments un peu plus concrets par rapport aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Je reprends le début qui était celui de la frustration. La frustration, c'est la difficulté d'être dans un rapport aux limites. D'accord? C'est-à-dire, pour nous, parents, se rappeler que les limites, c'est structurant. Mais qu'un enfant ne viendra jamais vous dire « Papa et maman, c'est gentil de me mettre des limites parce que ça va me structurer, ça sera d'un apport inestimable par la suite dans mon existence. » Si vous le faites, posez-lui la question de savoir ce qu'il a fumé, quoi. D'accord? On est bien clair? Super. Donc, maintenant, je vous pose la question. Vous êtes dans un magasin cachère. Vous êtes à la caisse. Vous voyez un petit bout de chou de 6-7 ans qui est là, qui fait une crise. La vraie crise. The crise. Ah, il se roule par terre. Bon, vous posez la question, mais la mère, zen, tranquille. Elle le voit, crie. Vous intéressez, vous vous rendez compte qu'enfin il dit « Je veux la barre au chocolat, je veux le machin ». Enfin, il montre un truc qui veut le petit truc à 1,50 €. Enfin, ça dépend des magasins. Et donc, vous avez de la peine. Et dans votre grande mensuétude, vous dites peut-être que la mère n'a pas les moyens de le faire. Madame, vous m'autorisez à lui offrir? Elle vous regarde et dit « Chère madame, ce magasin et tous les autres, je peux les acheter. C'est pas le sujet.
Oh, madame, alors, le pauvre. Allez, regardez, je vais vous expliquer. Cet enfant est peut-être allergique aux arachides. Et il y a marqué sur la composition peut contenir des arachides. Moi, je veux pas qu'il me fasse un œdème de cointre en direct s'il fait une réaction allergique. La conscience que tu as de la dimension impliquante des choses te donne la force de résister. Tu n'auras aucun problème. Parce que tu sais ce que peuvent être les conséquences. Est-ce qu'on a besoin de voir les conséquences pour pouvoir à un moment poser des cadres et des limites? Un gosse, un enfant, dans son berceau, il s'endort quand il a la tête contre les barreaux du lit. Et les psychanalystes diront parce que c'est la recherche du contact avec la paroi utérine. Et la Torah et ce que j'ai appris de mes maîtres nous apprend que l'enfant s'endort parce qu'il est rassuré, parce qu'il y a une limite, il y a l'éclair. Et c'est rassurant. Seulement, évidemment, l'enfant, bien sûr, il cogne. Mais il est rassure quand vous voyez, quand il voit que ça tient le choc. Non pas dans les hurlements, mais dans l'acceptation. Je comprends, c'est normal. Tu fais ton job d'enfant. C'est comme les enfants qui mangent avec les doigts quand ils ont 2 ans, mais quand ils vont le faire, si c'est à 2 ans, laisse-le. Alors tu retournes faire par la suite. C'est à 2 ans qu'on s'en met plein sur le t-shirt. Ne lui demande pas d'être en représentation à 2 ans, c'est pas son job. D'accord? Donc là, il fait son job. Il est là, il cogne, il veut voir ce qu'il a en face. Il a en face un adulte qui accepte et qui reçoit, mais qui dit, mais qu'est-ce que tu fais, c'est comme ça. Mais je comprends. Je le comprends, c'est légitime. Sa demande, elle est légitime. Pourquoi tout le monde et pas moi? Mais c'est normal qu'ils me disent ça. Attendez, on fait la même chose. Sur les sacs à main, sur les ceintures, sur les voitures. On a tous tendance, et pourquoi les autres et pas moi? C'est pour ça qu'il y a des imitations, comme ça on peut le faire même si c'est pas du vrai. Je vous ai dit que mes exemples sont très gros sabots. Hein. Je les assume. Donc c'est normal. Je le comprends, l'enfant. La question, elle est de savoir est-ce que tu réalises ce qui est en train de se jouer. J'ai un jour un père qui m'a dit, je comprends pas. Il voulait la trottinette, il l'a eu. Il voulait les rollers, il l'a eu. Il voulait le vélo, il l'a eu. Il voulait le vélo électrique, il l'a eu. Il voulait le mini-scooter, il l'a eu. Jusqu'à quand? Je dis jusqu'à ce que vous ayez, vous, le courage de dire non. C'est-à-dire de vous trouver confronté à un conflit dans lequel il va falloir à un moment assumer la difficulté. Ouais. C'est tellement plus simple de dire oui. Mais je vous rappelle que la valeur d'un oui, elle dépend de la capacité à dire non. S'il n'est pas capable de dire non, ton oui ne vaut rien. C'est valable dans tous les domaines. Hein. Du harcèlement, dans tout ce que vous voulez, dans le monde du travail. Si tu ne te sens pas capable de dire non, ton oui ne vaut rien. Ça, c'est encore un autre sujet. Et c'est valable pour l'enfant. Mais je dis pas non parce que c'est moi le patron, oh, tu oui, je suis le père. Non, tout va bien. Je n'ai pas besoin de t'imposer pour être le père. Pourquoi? Parce que je me sens père, parce que celle qui est la mère me montre qu'elle me voit en tant que père et réciproquement. Au niveau du couple. Je n'ai pas besoin d'imposer ma parole pour pouvoir me sentir exister puisque mon conjoint me fait exister. Si ton conjoint ne te fait pas exister, alors il va falloir que tu imposes des choses pour avoir l'impression que tu existes. Ça, c'est encore un autre sujet. On a dit qu'on n'allait pas tout aborder ce soir, c'est impossible. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'enfant, ça le rassure. Rappelez-vous, il y a un grand principe. Nos enfants nous aimeront pour les raisons pour lesquelles ils ne nous ont pas aimés. Ils ne nous aimeront pas pour les raisons pour lesquelles ils nous ont aimés. Nos enfants ne nous aimeront pas pour les raisons pour lesquelles ils nous ont aimés. C'était tellement agréable de dire, vas-y mon fils, éclate-toi ça en boîte. Mais tu sais ce que tu as construit chez moi comme image sur le féminin? Pendant des années, j'ai pensé qu'une fille, c'était un charouama sur 2 pattes. Un charouama sur 2 pattes. Ça se consomme. Quand je lui dis je t'aime en toi ce que je vais pouvoir prendre. La preuve, c'est que si je ne pouvais plus le prendre, ben, je ne l'aimais plus. Tu sais combien ça te détruit dans la tête, ce regard, cette vision du monde. Et toi, tu étais là, vas-y, éclate-toi, c'est le bon moment. Je ne mets même pas la religion là-dedans. Tu m'as poussé ou tu m'as laissé faire des choses que si quelqu'un les faisait avec ma soeur, tu l'encastres dans un mur. Et comme c'est pas ma soeur, ça ne pose pas de problème. C'est ce que je leur dis aux jeunes. Je leur dis, si ce que tu fais, c'est quelqu'un qui le fait à ta soeur, il est en train de l'embrouiller. Ah, mignonne, machin. D'accord? Et tu sais ce qui se passe dans la tête du gars. Tu fais quoi? Tu le mets dans le mur. Pourquoi tu le fais? Et vous imaginez un petit peu.
Parce qu'on ne pose pas de cadre, parce qu'on ne pose pas de limite. Parce que parfois, soi-même, on n'incarne pas les choses. Et ça, hein, ce sont encore plus aujourd'hui nos défis. Pourquoi c'est encore plus aujourd'hui nos défis? Pour une raison très simple. C'est que le monde propose à nos enfants une vision de l'existence dans laquelle les choses, elles tournent autour de quoi? De moi personnellement, je pense. Un des plus grands défis aujourd'hui, c'est quoi? C'est moi personnellement, je pense. J'en ai un jour, il m'a dit, non mais moi personnellement, je considère que le plus important dans la Torah, c'est les 10 commandements. Je lui ai dit, c'est génial, donc vous faites Shabbat. Il était embêté. Il m'a dit, non, non, non. Moi, je pense que le plus important, c'est le respect des parents. Et 10 minutes après, il m'expliquait que c'était quelqu'un qui respectait ses parents. Si toi, personnellement, tu penses, l'enfant, il pourra personnellement penser. Ton conjoint, il pourra personnellement penser. Tu feras quoi? Rien. Parce que si j'ai cette liberté, il a cette liberté. Non, mais pour nous, c'est pas un problème. Quand vous avez un gamin qui dit voir de la pornographie, je vois pas où est le problème, tu lui dis quoi? Rien. Parce que toi, dans d'autres domaines, tu dis non, mais pour moi, le judaïsme, c'est ça. Et le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est l'amour de l'autre, et le peace and love, etc. Et tu lui dis, ben voilà, t'as ta vision du monde, j'en ai une autre. Et de m'expliquer la toxicité, je considère que c'est pas toxique. À toi, tu considères, tu as le droit de le penser. Moi, je pense différemment. Vous faites quoi? Rien. 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 T'as rien à dire. Rien. Éventuellement, aller plonger dans Internet pour chercher des études qui, de toute façon, seront toujours contradictoires. Parce que sur Internet, vous n'avez jamais la certitude de savoir d'où viennent les choses. C'est que les enjeux, ils sont là aujourd'hui. Pas juste sur la gestion du quotidien. Ils sont aussi sur la place que va occuper notre relation à l'enfant si demain, il y a une panne d'Internet dans laquelle il n'y a que la banque, la SNCF, Uber qui fonctionne. On fait quoi avec eux? Qu'est-ce qu'on a à leur proposer? Pendant les heures dans lesquelles ils ne seront plus sur leur machin. Et ça nous intéresse parce que ça me permet d'y être moi aussi. Je veux dire, tout le monde a t'as vu? Ouais, d'accord, super, j'ai vu. Et donc, est-ce qu'on a un programme créateur de liens, d'échanges? Alors ce que je dis, je suis un peu brut de décoffrage, c'est vrai. Mais quelque part, c'est nos enjeux aujourd'hui. On n'a pas le choix. Et ça nous demande un vrai travail d'être humain. Parce que l'humain en hébreu, ça se dit Adam. Et Adam, ça a valeur numérique de 45. Et 45, c'est la valeur numérique du mot ma. Et ma, c'est quoi? C'est le mot du questionnement. De s'interroger. De s'interroger, qu'est-ce que la société aujourd'hui nous propose comme mouvement que l'on doit opérer? Comment on va se positionner? Comment on va s'impliquer? Comment on va servir de référence? Comment on va poser des cadres? Qu'est-ce qu'on a à leur proposer? Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Et ça, c'est au fond passionnant. Parce que quelque part, c'est là où ça se passe. Alors, avant de passer à vos questions, ce que j'avais envie aujourd'hui de faire, c'est d'ouvrir d'abord sur ce lien quand même très fort qui existe entre les enjeux de l'éducation aujourd'hui et ce qui se joue dans notre propre vie, en tant qu'individu et dans le couple. Que, évidemment, parents non coupables, parce qu'on est confronté à des choses qui sont d'une violence inouïe, auxquelles on ne s'attendait absolument pas. Que l'on n'est pas tenu à réussir, mais que, au fond, vous savez, la vision juive de l'existence, c'est que la confrontation au monde, c'est une interpellation de Dieu qui nous propose de grandir. Certains ne voient dans la confrontation au monde qu'une gestion à voir par rapport à des événements, mais ne veulent pas voir à l'intérieur d'eux quelque chose qui est là pour nous bouleverser. J'ai toujours appris de mes maîtres la chose suivante, c'est que la rencontre avec un événement, avec un livre, avec un enseignement, n'a de sens que dans la mesure où tu es prêt à te laisser bouleverser. Est-ce qu'on est prêt à se laisser bouleverser? Est-ce qu'on est prêt, au fond, à afficher notre dimension profondément humaine à travers les mouvements que l'on va soi-même opérer dans notre existence et qui, comme je vous l'ai dit, auront évidemment un retentissement par rapport aux enfants. Et après, ça sera de la pédagogie pure. Ça sera des techniques d'éducation. Ça sera retravailler sur les éléments de langage que l'on utilise. Ça sera travailler sur la solidarité du couple par rapport à l'enfant. Ça sera se poser la question des enjeux réels, de savoir quelles sont les batailles que l'on doit mener, quelles sont celles qui sont totalement inutiles. C'est comme les gens, je leur dis, vous savez, sur mes portables, il y a un filtre. Et avec ce filtre-là, il n'y a pas d'accès à toutes les cochonneries du monde. Il n'y a pas accès. Alors les gens me demandent pourquoi. J'ai un filtre et j'ai pas le code. Et c'est un de nos garçons qui a le code. Je lui dis, c'est toi qui mets les codes. Alors je vais en dire pourquoi. Ça va, t'as plus 20 ans.
Les hormones sont peut-être encore là, mais ça bouillonne plus comme à 15 ans. Je dis, c'est très simple. Regarde. J'adore le chocolat. J'adore le chocolat. Et on va me dire, tu sais, le chocolat, c'est peut-être pas très bon pour toi. Je n'espère qu'on me dira jamais ça. Donc on dit à la personne, tu sais, le chocolat, c'est pas très bon pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis seul à la maison. Il y a pas mal de chocolat dans le garde-manger. Je passe devant le garde-manger et je commence à dialoguer avec moi-même. Oui, non, non, oui, oui, non, mais... Au bout d'un quart d'heure de dialogue avec moi-même, la réponse est non. Je suis fier de moi. D'accord. Maintenant, option 2. Je rentre à la maison, je sais qu'il n'y a personne, zut, il y a un problème, c'est qu'il y a un cadenas. Et j'ai pas la clé. Le quart d'heure que j'ai perdu à dialoguer avec moi-même, j'en dispose pour autre chose. Parce que c'était une bataille que je n'ai pas eu besoin de livrer. Pourquoi livrer des batailles inutiles? Pourquoi livrer des batailles inutiles? On n'a pas assez d'énergie pour livrer toutes les batailles. Pourquoi livrer des batailles contre alors que je peux utiliser nos énergies pour créer, pour construire? Nos énergies ne sont pas là pour réparer, elles sont là pour construire. Je dis, non, mais il faut être ouvert. Qu'est-ce que t'es ouvert? Qu'est-ce que t'as besoin? Ça t'apporterait quoi? Rien. Non, mais je suis adulte. Ouais, mais t'es d'accord que tout en étant adulte, t'as des batailles, même si tu les remportes. Pourquoi t'as besoin de les livrer? Sois un vrai adulte. Je ne me livre pas des batailles inutiles. Ça, c'est des choses très concrètes qu'on peut leur apprendre à nos enfants. Leur dire, tu sais, sur mon portable, il y a un filtre. Ouais, il y a un filtre. Ouais, toi le RAF, toi le machin, ouais. Elle dit, bah non, je peux pas, parce que tu comprends, je suis ministre de l'Intérieur et je dois avoir accès à tout. Et une fois que tu ne vas pas voir un truc, ça te manquera pas. Un truc tout bête. Je dis, tiens, ton père, ma mère. Tiens, ils ont mis une limite aux heures de WhatsApp et aux heures de machin chouette et ils se sont désabonnés de Insta et de tous les machins. Moi, je suis sur tous les réseaux, je ne sais même pas comment on y va. C'est un community manager sans cul. Je suis incapable d'y aller. Pas parce que je suis YouTube, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. Parce qu'il paraît, il faut y être un peu, il faut y être un peu. Et même là, je m'interroge. Même là, je m'interroge. Tiens, papa et maman, le soir, quand ils rentrent à la maison, sont capables de ranger leur portable dans une boîte et de ne pas y toucher. Tiens, pendant le repas, papa ne répond pas. Soi-disant, c'est urgent, tu parles. C'est rien du tout urgent. Il n'y a rien d'urgent. Rien. Et je peux vous en parler en connaissance de cause. Parce que je dirige pas mal de structures, parce que j'ai une épouse qui est dans un domaine aussi très, très particulier dans lequel il peut y avoir vraiment de l'urgence. La vraie urgence, elle est pas rarissime, ultra rarissime. Donc c'est... Enfin, il dit, tu vois arriver, comment tu commences à lui parler, et puis brusquement quelqu'un appelle et tu réponds. C'est-à-dire que tu viens de me déclarer que les autres, ils sont plus importants que moi. Parce qu'ils arrivent via l'appareil. C'est quoi cette histoire de fou? Et pire encore, si tu instrumentalises le judaïsme maintenant, c'est pour la Torah. Très bien, et la Torah, elle a dit que les autres, ils ont priorité. Pourquoi? C'est marqué où? Et ce genre de choses, si on est capable de le faire nous en tant qu'adultes, pas dire non, mais ça va, non, non. On devient des êtres un tout petit peu inspirants. Inspirants. Tiens. Il va pas vous le dire, hein. Il va le voir, il va le ressentir. Et c'est là où on plante, c'est là où on fait pénétrer. Et comme je vous l'ai dit, ça ne gérera pas, ça n'empêchera pas que les petites problématiques du quotidien, du truc, du machin, elles resteront. C'est bienvenue au club. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on crée comme soubassement. C'est quoi les fondamentaux qui vont être les leurs. C'est ça qu'on est en train d'installer. C'est ça qu'on a besoin de mettre en place aujourd'hui. Voilà quelques idées, en hébreu on dirait le Ktse Hamazleg, sur le bout de la fourchette, que je voulais partager avec vous. Si vous le voulez bien, on va prendre un petit quart d'heure pour vos questions. À vous les questions. Allez-y.